Bonjour, bienvenue à Planète Terre. Justin Trudeau avait annoncé le retour du Canada sur la scène internationale lorsqu'il a été élu, il y a tout juste un peu plus de 2 ans. Mais qu'en est-il vraiment? Le Canada a été critiqué dans le dossier de la vente de véhicules blindés à l'Arabie saoudite. Le réinvestissement canadien au sein des missions de paix des Nations unies en a laissé certains sur leur faim. D'un autre côté, le Canada a mis de l'avant une politique d'aide au développement féministe qui a été appréciée dans bien des milieux et il a accueilli aussi plus de 25 000 réfugiés syriens. Pour dresser le bilan de mi-mandat du gouvernement libéral en matière de politique étrangère, nous avons 2 invités aujourd'hui sur le plateau. D'abord, Frédéric Mérand, qui est directeur du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Il se spécialise dans la sociologie des relations internationales, notamment. Bonjour, M. Mérand. Bonjour. Également, Nadia Pollard, qui est directrice générale de Médecins du Monde Canada. Vous êtes politologue de formation. Vous avez d'ailleurs étudié ici à l'Université de Montréal et vous avez un long parcours aussi dans le milieu des organisations communautaires, non gouvernementales et aussi internationales. Merci d'être là ce matin. Merci à vous. D'emblée, j'ai envie de vous poser une question très, très brève. Est-ce que la politique étrangère du Canada depuis l'élection des libéraux, elle est bonne ou elle est mauvaise? Je dirais qu'elle est ambitieuse, mais elle n'a pas forcément les moyens. Donc, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'idées. Donc, ça a été pour les ONG vraiment un vent de fraîcheur, surtout la consultation qui a mené à la politique féministe canadienne. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément, même au contraire, il y a moins d'argent dans l'aide internationale aujourd'hui que la dernière année de M. Harper. Moi, je dirais qu'elle fait surtout face à un contexte qui est complètement différent du gouvernement précédent et c'est évidemment l'élection de Donald Trump qui est venu brouiller les cartes. Donc, on pourra reparler des ambitions, justement, de Justin Trudeau, mais toutes ces ambitions ont été bousculées par l'élection chez notre principal partenaire et chez notre voisin d'un président qui vient complètement transformer le système international. J'enchaîne avec vous, donc, plus en profondeur, comment on l'a défini? Quelle est l'essence de la politique étrangère du Canada, ses grandes orientations, ses inspirations aussi? Bien, la politique de Justin Trudeau n'est pas très différente de celle de son père ou de tous les gouvernements libéraux depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle est essentiellement fondée sur un pilier qu'on appelle l'internationalisme libéral, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'ordre international devrait être régi par des règles et non pas par la force. Et donc, les États doivent coopérer le plus possible les uns avec les autres. Et s'ajoute à ça l'idée selon laquelle les intérêts et les normes ne sont pas nécessairement contradictoires. Donc, vous verrez dans la politique étrangère des gouvernements libéraux surtout cette idée selon laquelle, oui, on doit adhérer à des normes, mais que ces normes n'entrent pas en contradiction avec nos intérêts économiques ou sécuritaires, ce qui amène parfois à des exercices un peu de contorsion pour montrer que, en fait, on adhère à des normes alors qu'en fait, ce sont nos intérêts que l'on suit. Madame Pollard, vous qui travaillez ici, mais qui avez beaucoup d'interactions avec le reste du monde, est-ce que vous diriez que la politique étrangère du Canada est perçue différemment ici par les Canadiens qu'à l'étranger? Ben, je dirais surtout que l'arrivée de M. Trudeau et tous les gens qui sont venus avec lui au pouvoir, parce que c'est sûr que nous, on ne traite pas directement avec le premier ministre et les ONG, on traite plutôt avec la ministre responsable du développement international, qui est Mme Bibeau. Il y a un vent de changement qui est la volonté vraiment de faire les choses autrement. Donc, vu d'ailleurs, je ne suis pas certaine que peut-être les gouvernements voient la différence, mais les populations que nous, on dessert ne voient pas forcément la différence par rapport à avant. Parce que le Canada a quand même une cote encore très positive partout dans le monde, que vous allez en Afrique, ou au Moyen-Orient, en Amérique latine. Donc, cet attrait pour la politique étrangère canadienne, elle n'a pas eu d'impact vraiment négatif au niveau des populations. Même s'il y a eu beaucoup de critiques adressées au gouvernement de Stephen Harper, qui a été là presque une décennie? Ben nous, en fait, on regarde moins est-ce que c'est M. Harper, est-ce que c'est M. Trudeau. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la façon de faire les choses. Et ce qu'on constate, qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. Donc, vous avez donné l'exemple de certains pays d'intérêt canadien, comme l'Arabie saoudite. Amnesty International porte énormément, évidemment, avec l'épouse, le dossier de Rafi Badawi. C'est un dossier qui est en suspens depuis de nombreuses années maintenant. L'autre élément, c'est toute la partie avec M. Omar Kader, pareil. Donc, c'est un dossier qui avait commencé à aller mal sur les libéraux, qui a continué à aller mal sur les conservateurs, et qui finalement, pour des raisons probablement d'intérêt légal, a été clos par les libéraux quand ils sont revenus au pouvoir. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a quand même une logique étatique,
qui est au-delà, à notre avis, des gouvernements. Mais justement, alors on parle de Justin Trudeau, on parle de Stephen Harper, mais au fond, la politique étrangère du Canada, on la doit à qui? À Justin Trudeau, à ses conseillers ou à sa ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland? On ne connaît pas que des travaux, disons, de Justin Trudeau très élaborés sur la politique étrangère ou même des prises de position très élaborées sur la politique étrangère. C'est effectivement sa ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a beaucoup écrit, à la fois lorsqu'elle était journaliste et intellectuelle, et qui a aussi beaucoup parlé depuis qu'elle est ministre des Affaires étrangères. Donc, qui a élaboré ce qui pourrait ressembler à une position étrangère du Canada, qui est sensiblement distincte de celle de son prédécesseur, Stéphane Dion. Donc, on se rappelle que Stéphane Dion avait mis l'accent sur la conviction responsable comme étant un petit peu son mot d'ordre, alors que chez Chrystia Freeland, on revient plutôt vers les principes généraux de ce que j'appelais tout à l'heure l'internationalisme libéral. Ce qu'on sent chez Justin Trudeau, plutôt, c'est le désir de mettre un mot sur ce qui sera l'héritage de la politique étrangère canadienne, qui est souvent pas nécessairement en lien direct avec les actes, comme en parlait Nadia. Si on prend les années 90, par exemple, tout le monde parle de la sécurité humaine. C'est un peu l'héritage conceptuel plus que réel que le Canada a laissé à la politique étrangère. Les casques bleus dans les années 50, encore aujourd'hui, dans l'imaginaire au Canada et à l'étranger, on associe le Canada aux casques bleus alors qu'il y en a aujourd'hui moins de 50 dans le monde. Et donc, au niveau du premier ministre, c'est plutôt ça qui est recherché, probablement une espèce de message du type « Le Canada est de retour, le Canada est dans les enceintes, le Canada peut donc espérer obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies ». C'est ce qui constituerait le genre de choses que l'on peut vendre pendant une campagne électorale. Et est-ce que c'est encore un message qui passe beaucoup par les relations publiques? Parce que quand Justin Trudeau va à l'étranger, on l'a vu aux Philippines l'automne dernier, il est pris en photo, il attire les foules. C'est-à-dire que la politique étrangère du Canada, en grande partie, repose sur, effectivement, le succès personnel, le rayonnement personnel du premier ministre. Donc, en soi, on pourrait dire que c'est du branding, c'est une politique étrangère. Mais il y a aussi un certain nombre de termes. Vous parliez tout à l'heure de la politique d'aide au développement féministe. On verra ce que ça veut dire concrètement, mais essentiellement, l'idée, c'est d'amener des nouveaux termes dans le débat mondial. Mais justement, venons-y à cette politique d'aide au développement féministe. Il y a quand même des organisations qui ont souligné, qui ont poussé un soupir de soulagement. Une des grandes distinctions, c'est que le Canada, sous Stephen Harper, ne parlait pas de santé reproductive, par exemple. Maintenant, Mme Bibeau en parle et le répète en entrevue et sur le terrain pour le Canada des libéraux. C'est une question qui est très importante. Est-ce que vous constatez, vous, Mme Pollard, des changements depuis l'adoption de cette politique-là? Je pense que pour voir les changements, on a quand même annoncé cette politique. On était en conférence de presse pour écouter la ministre exposer sa nouvelle politique en 2017, fin 2017. Donc c'est quand même encore assez récent. Il faudra voir dans le temps. Pour le moment, ce qui se passe, c'est sûr que c'est un environnement qui est extrêmement positif parce que surtout Médecins du Monde, on travaille énormément dans le domaine de la santé, dans la santé sexuelle et reproductive. Donc forcément, pour le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Alors dans ce sens-là, c'est un virement qui est très très bien, qu'on salue et qui a été salué au niveau international, surtout quand on regarde en même temps aux États-Unis, où il y a exactement le virement inverse, avec des coupures phénoménales qui ont vraiment eu un impact au niveau international sur tous les différents budgets. Dans ce domaine-là précisément. Dans ce domaine-là précisément. La santé sexuelle, la santé reproductive. Exactement. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des sujets qui ont été évacués. Donc toute la partie qui était très forte au gouvernement précédent sur les droits de l'enfant, la protection de l'enfance, on n'en fait pas vraiment mention. On parle des femmes et des filles, mais on ne parle pas vraiment des droits des enfants et des jeunes. Et on sait quand même qu'au niveau international, la majorité des pays, c'est l'inverse du Canada. Il y a plus de jeunes que de vieux. Il y a énormément d'abus aussi vécus par les jeunes et des enjeux de protection, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que nous, on constate, c'est que là, il y a c'est comme une ruée vers l'or. Donc, la manière comment ça fonctionne au niveau technique, c'est qu'il y a une politique qui est lancée, et puis là, tous les ONG attendent les annonces des différents programmes qui vont être financés. Et donc, c'est sûr que tout le monde s'assure que droit des femmes, c'est placardé dans toutes les demandes. Alors, il y a une différence entre placarder une terminologie, un concept, des notions, et puis le faire réellement. Et je pense que c'est là où il y a le défi, c'est que oui, il y a une réelle volonté de la ministre Bibeau
qu'on salue, qui est très bonne, qui a été saluée par les ONG ici et ailleurs dans le monde. Mais maintenant, il faut voir est-ce qu'on peut passer juste de faire plaisir à une ministre ou à un gouvernement à réellement avoir un impact sur le droit des femmes et les droits des filles. Si je peux faire un lien, parce que c'est intéressant cette idée de politique féministe, parce qu'effectivement, c'est très nouveau à l'échelle internationale qu'un gouvernement se saisisse comme ça d'une idéologie et la mette dans sa politique étrangère. Ils le font aussi avec la politique de défense, plus récemment. Donc, on a vu au sommet de Vancouver que le premier ministre a annoncé qu'un des objectifs principaux de la politique de défense et du soutien du Canada aux opérations de maintien de la paix, ça allait être d'accroître le nombre de femmes et les préoccupations féministes à l'intérieur des opérations de maintien de la paix. En même temps, les critiques font remarquer que comme le Canada n'annonce aucune augmentation significative de ses contributions aux opérations de maintien de la paix, on peut augmenter le nombre de femmes, par exemple, soldats casque bleu, mais s'il n'y a pas plus de casque bleu, on n'a pas vraiment réglé le problème. Donc, c'est ce genre de contradiction avec lequel le gouvernement est en train de jouer. Le temps file. J'aurais envie de vous demander, en terminant, une question évidemment de vous poser une question évidemment sur les droits de la personne. Est-ce que le Canada en fait assez? Il y a eu des critiques, notamment en raison de la vente de véhicules blindés à l'Arabie Saoudite. Il y a des critiques au Yémen, en Syrie. Est-ce que le Canada en fait assez? Est-ce qu'il y a un changement sous les libéraux? Mais moi, je dirais que tous les gouvernements de tout temps pratiquent une politique morale à géométrie variable. Donc, en ce moment, le gouvernement canadien est extrêmement critique sur la situation des droits de la personne en Russie et au Venezuela, par exemple, mais ne l'est pas sur l'Arabie saoudite. C'est de leur deux poids, deux mesures. Mais deux poids, deux mesures, mais c'est pas propre au gouvernement Trudeau. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut quand même se souvenir que sous Harper, il y a la fusion des affaires étrangères avec tout le département humanitaire et de développement. Et on n'a pas vu non plus une annonce du gouvernement actuel pour dire on va défusionner. Donc cette volonté-là, elle restera certainement de agencer la politique étrangère avec la politique d'aide au développement ou la politique humanitaire. Et dernière question, parce qu'on en a parlé au tout début, mais quelle est l'influence de Donald Trump sur la politique étrangère du Canada? Parce que, évidemment, la politique étrangère du Canada est liée à celle des États-Unis. Bien, elle est plus que liée. 80% de notre commerce étant avec les États-Unis, certains disent que 80% de notre politique étrangère, ça devrait être la politique américaine. Et effectivement, ce qui est particulier, c'est que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a conservé le dossier du commerce avec les États-Unis, donc qui n'est pas donné au ministre du Commerce international, parce que l'essentiel de son activité internationale, comme l'essentiel de l'activité internationale du premier ministre, est évidemment consacré à la refonte ou pas de l'ALENA. Alors, on verra au cours des 2 prochaines années, d'ici les prochaines élections, si les négociations de l'ALENA ont une grande influence sur la politique étrangère du Canada. Frédéric Meira, directeur du CERIUM, et Nadia Pollard, directrice générale de Médecins du Monde Canada, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir.